Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. Après avoir analysé le combat entre Chimaev et Burns très attendu, place cette fois-ci au rematch entre Peter Yan et Aljamain Sterling. Vous vous en souvenez certainement, au premier combat, l'Américain l'avait emporté après la disqualification qu'on peut considérer comme terrible du Russe après un coup de genou illégal. Inutile de vous dire que la tension entre les deux combattants est à son paroxysme. Pour en parler, on retrouve une fois de plus Movsar Ibragimov qui m'a aidé à décortiquer le combat entre Chimaev et Burns donc. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un jeune combattant de MMA, 9 victoires pour seulement 2 défaites et surtout quart de finaliste du dernier championnat du monde de MMA. D'ailleurs, c'est ta catégorie de poids, hein, les poids coqs. Donc, les combattants dont on va parler, tu dois bien les connaître. Ouais. Mais en pro, je vais quand même aller en fly, je crois. Mais bon, Ah ouais. on verra d'ici là. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, comme j'aime bien dire Movsar, les deux combattants, tu t'en souviens certainement, ils sont affrontés pour la première fois en mars 2021, c'est-à-dire un an quasiment pile poil. Peter Yan a perdu sa ceinture sur disqualification après avoir donné un coup de genou à Sterling qui était à terre. D'après Khabib qui était présent lors du combat, c'est en fait l'équipe du Russe qui a suggéré à Peter d'envoyer ce fameux coup de genou. Comment est-ce qu'une telle erreur est possible encore à ce niveau-là? La première fois que j'ai vu le combat, je me disais aussi la même chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété les plombs. Pourquoi est-ce qu'il a mis un coup de genou à ce moment-là? Mais en fait, l'UFC l'ont remis en ligne il n'y a pas longtemps, comme ils font à chaque grand événement, ils remettent des combats. Et en fait, on voit que Sterling, il fait un peu, il pose la main. En fait, c'est les trois appuis. C'est quand on a la paume posée, les doigts, ça compte pas, mais la paume posée. Et Sterling, il joue beaucoup avec ça. Il pose, il lève, il pose, il lève. Et je crois que, je sais pas, il a été tenté sur le coup, il l'a envoyé. Mais Sterling, il jouait beaucoup avec ça. Je me suis même demandé s'il n'avait pas fait exprès. Le combat en lui-même, il était relativement équilibré, j'ai envie de dire, puisque les deux juges ont donné l'avantage à Sterling dans le deuxième round et à Peter Yan dans le troisième round. Le premier round, il était plutôt serré, mais deux des trois juges ont considéré que Peter Yan en avait fait assez pour le remporter. Par contre, à partir du quatrième round, on a vraiment vu que Peter Yan commençait à accélérer et ça devenait compliqué pour Sterling. Ce qui s'est passé, c'est que Sterling, il met beaucoup de rythme dans les premiers rounds. Il met beaucoup de rythme, mais on dirait qu'il est paniqué. Euh, on dirait qu'il panique beaucoup. On dirait qu'il court à droite, à gauche, qu'il force sur les takedowns. On dirait qu'il n'est pas en contrôle. Alors que Peter Yan, il est calme. Il avance lentement. Il est calme, il est calme, il est calme. Mais c'est vrai que moi, je trouve même que le premier round aussi, Sterling l'a gagné. Mais on voit, dès ce moment-là, dès le début, on voit qu'il ne va pas tenir longtemps à ce rythme-là parce qu'il est en panique totale. Comme Gaethje contre Khabib, la même chose. Mhm. La panique, il court, il court, il court, il court. Il court. Et voilà, la même chose. Peter Yan, il a vraiment il a cet aspect un peu, ce style d'assassin comme ça. Et je trouve que la seule autre personne à l'UFC qui a ça que lui, c'est Valentina Shevchenko. Mhm, ouais, totalement. Je regarde pas trop les combats féminins d'habitude, mais Valentina, quel niveau de striking. Et elle, je trouve qu'elle a le même esprit que lui. Et c'est d'ailleurs ces Russes-là qui viennent des coins tout froids. Ils ont un instinct de meurtrier. Tu flippes comment Peter Yan et les KO Uriah Faber. Ils ont des réflexes. Et ben, je crois que c'est ça qui l'a fait paniquer Sterling. Parce qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un de ce calibre-là. Je rappelle que toi, t'es d'origine tchétchène, donc tu sais bien ce que tu dis quand tu parles de ces guerriers venus, venus de l'Est. Alors face à Sterling, Movsar, comme lors de son combat d'ailleurs contre Sandhagen, ce qui a qui lui a permis de remporter la ceinture intérimaire des poids coqs à Peter Yan, on a pu remarquer que c'était un vrai diesel. C'est un combattant qui aime monter en puissance au fur et à mesure du combat. On va dire que c'est vraiment à partir du deuxième ou du troisième round qu'il est le plus redoutable, Peter Yan. C'est même pas qu'il monte au troisième ou quatrième, c'est juste qu'il garde tout le temps le même rythme. Il garde tout le temps le même rythme du début à la fin. Et ce qui se passe, c'est que quand les autres ralentissent, on dirait que Mhm. lui, il accélère. Et le seul moment où il met vraiment une petite accélération, c'est troisième, quatrième round. Et ça qui est très fort avec Peter Yan, c'est que dès le début, il démarre. Il démarre le marathon à une vitesse de croisière. Et il la tient tout le long. À un bon rythme, et il tient tout le long. Et par exemple, Sterling, dans ce combat-là, dans le premier, il démarre très très haut et il tombe très vite. Justement à cause de la panique, tout ça, parce que c'est pas bien géré. Et voilà, c'est son style, c'est sa manière de faire.
il maintient le rythme, il maintient la pression, il avance, il avance, il avance et il les fatigue. Ouais, c'est vrai que c'est terrifiant quand tu dois faire face à un tel monstre que Peter Yan avec un tel cardio. En plus de son cardio, on peut dire qu'il est aussi très dangereux en boxe anglaise. Il y a souvent des débats pour déterminer qui est le meilleur boxeur à l'UFC. Si on fait un top 5 et que Peter Yan n'est pas dedans, en ce qui concerne donc le niveau de boxe anglaise, c'est scandaleux, hein. C'est un excellent boxeur. Un très très bon boxeur en boxe anglaise, mais faut pas sous-estimer ses jambes parce que, encore, je reviens avec le chaos sur Raja Faber, il envoie un genou et quand il sort sa tête, il a la lucidité pour ouvrir la jambe et aller chercher un high kick. Donc, et c'est ça, c'est cet esprit, c'est cet instinct, ces réflexes d'assassin, de meurtrier qu'ils ont. Des jambes de malade, des low kicks, des high kicks, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que si on fait un top 5, obligé se retrouve dedans avec Max Holloway. Max Holloway est obligé de le mettre number one, surtout depuis Calvin Qatar là. Max Holloway, Dustin. Après, il y en a beaucoup qui sont pas mal en anglais, donc c'est un top euh, très discutable. Mais Peter Yan se retrouve bien sûr dedans. On a parlé de Peter Yan. On va parler maintenant un peu, si tu le veux bien, d'Aljamain Sterling, qui est plus un lutteur qu'un striker. Pourtant, malheureusement pour lui, il n'a réussi qu'un seul amené au sol sur 17 tentatives face aux Russes. Au total, Peter Yan, c'est quand même 89% de réussite de défense des takedowns. Si tu es à la place d'Aljamain Sterling, comment est-ce que tu peux t'y prendre pour pouvoir te donner une chance de remporter ce rematch? C'est de mettre la pression. Parce qu'en fait, shooter un takedown dans la cage au milieu, c'est beaucoup plus facile à défendre qu'une fois qu'on est contre la cage. S'il amène dos à la cage et qu'il le shoot là, il peut plus prôler en fait. Il peut plus jeter ses jambes derrière vu qu'il n'y a pas la place. Donc, si j'étais le coach, je dirais il faut que tu mettes la pression. Ou alors tu l'amènes à toi et que tu te retournes et que tu le mets dos à la cage. Parce que si, on a vu que ces takedowns, ils ne marchent pas au milieu de cage. Parce que à ce niveau de carrière-là, et entre le temps qu'ils ont eu là, il ne peut pas prendre un niveau, il ne peut pas décupler son niveau de lutte. Surtout que Peter Yan travaille sur le côté aussi. Moi, je dirais qu'il faut qu'il l'amène contre la cage et que de là, cage work, boum, boum, petit à petit, on le ramène. Et tout en gardant le calme. Que Khabib il disait, si j'envoie un takedown et qu'il défend, je l'aurai peut-être au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième. Il ne faut pas paniquer, reste serein. Et on shoot, et on shoot, et on shoot, jusqu'à ce que ça marche. Peter Yan a remporté depuis ce premier combat face à Sterling une victoire sur décision unanime face à Cory Sandhagen. C'était un combat tout simplement spectaculaire. C'est ce qui lui a permis, comme je le disais tout à l'heure, de remporter la ceinture intérimaire des poids coqs. De son côté, Sterling n'a plus combattu depuis leur premier combat. Il s'est fait opérer aussi au cou. Je pense que c'était en avril 2021 si je ne dis pas de bêtises. Mais je sais que Sterling a pas mal de soucis de santé et de blessures, notamment au niveau de son cou. Est-ce que cette inactivité, elle peut jouer en sa défaveur? Déjà, ça va jouer beaucoup mentalement. Parce que lui-même, il va se dire, j'ai pas été très actif. Et ce qui se passe, c'est que même à ce niveau-là, même avec autant d'expérience, autant de combats, passer autant de temps sans combattre, sur, euh, ça joue sur au minimum sur les réflexes du corps. Parce que même les sparring les plus durs, ils n'imitent pas à 100% un combat. Parce qu'au combat, il y a le stress, il y a l'adrénaline, il y a toutes les choses autour. Il y a le cut. On ne cut pas pour faire des sparring. C'est pas le même poids. Moi, quand j'ai combattu dimanche dernier, j'étais à 61,8. Là, je suis à 69. Oh, incroyable. Ouais, c'est après les cuts et tout, ça va très vite. Et je sens directement que je bouge pas pareil. C'est normal, j'ai pris 8 kilos. J'ai pris 8 kilos, je peux pas bouger pareil. Et ben eux, c'est pareil. S'il a passé autant de temps sans combattre, ça va forcément jouer sur lui. Et c'est pas parce qu'on a autant d'expérience qu'on n'a pas l'adrénaline, le stress, la peur. Comme disait Darren Till, quand il a combattu contre Whittaker à l'époque sur Fight Island, il avait dit, quand je regardais Whittaker dans les yeux, j'étais en train de me faire dessus. Il a dit, j'avais la peur de ma vie. Et c'est pareil chez tout le monde. Tout le monde flippe. C'est juste que on ne le montre pas, ou alors chacun à sa manière. Mais il y a l'adrénaline, il y a la pression, et ça va jouer contre lui.
Alors ça, c'était pour le co-main event, le rematch entre Peter Yan et Aljamain Sterling. On va passer maintenant au combat principal dont personne ou presque ne parle, hein, et c'est logique parce qu'on a ce rematch donc dont on vient de parler qui est explosif, et puis il y avait aussi Khamzat Chimaev, Gilbert Burns, dont on a parlé et qui attire pas mal de regards. Mais donc concentrons-nous sur ce combat principal de l'UFC 273, un combat qui opposera Volkanovski au Korean Zombie. Tu le sais, initialement, c'est Max Holloway qui devait combattre une troisième fois Volkanovski. Malheureusement, Blessed, comme on le surnomme, s'est blessé et l'UFC a trouvé Korean Zombie pour le remplacer. Est-ce que c'est un bon remplaçant et est-ce que c'est peut-être le partenaire de danse idéal pour Volkanovski? Korean Zombie, je suis très fan depuis la dernière fois. Je me rappelle plus c'est qui avait combattu en dernier, mais avant ça, il avait combattu contre Pantera. C'était pas Yair Brian Ortega? Rodriguez. Ouais, c'est ça, ouais. Et il a perdu, mais contre Yair Rodriguez aussi, il a perdu au dernier moment en prenant un coup de coude de malade mental, mais il était en train de Incroyable. gagner ce combat. Ouais, ouais, truc de fou. Mais il était en train de gagner ce combat-là, même s'il a pris le KO sur le buzzer là. Et depuis ce combat, moi, j'étais très fan de Korean Zombie. D'ailleurs, il y a une anecdote sur lui, je ne sais pas si tu savais. Il cligne jamais des yeux quand il Ok. combat. Je regardais une vidéo de lui et il cligne pas des yeux. Il peut garder ses yeux sans cligner pendant je sais pas combien de minutes. Genre, il s'entraîne à ça pour tout le temps. Parce que c'est vrai qu'au moment où tu clignes des yeux, genre, ça peut paraître rien du tout pour nous, mais au moment du combat, dans le combat, s'il envoie la droite au même moment, ça peut jouer. Ouais, ça m'a fait rire. C'est un vrai malade. Il est très fort. Ouais, il est très, très fort. Et ce qu'il y a, c'est qu'il s'entraîne avec Cejudo. Mhm. Et tous les mecs qui se sont entraînés chez Cejudo avant d'aller combattre pour une ceinture, ils sont tous revenus avec la ceinture. Devson Donc, Figueiredo, c'est le dernier d'ailleurs. ouais, c'est ça. Ils ont du souci à se faire. Et à chaque fois, ils vont chez Cejudo, ils s'entraînent, ils vont combattre et ils font du sale. Pour revenir au champion en titre des poids plumes, c'est Alexander Volkanovski. Il a battu Max Holloway quand même, qui est certainement le meilleur featherweight de l'histoire à 2 reprises, même si on sait que la dernière victoire au rematch, elle est assez controversée également, parce que certains estiment que Max Holloway en avait fait assez pour l'emporter sur décision. Bref, l'Australien reste aussi sur une dernière performance solide face à Brian Ortega, et cette victoire face à Brian Ortega, tiens-toi bien Movsar, c'était la 20e consécutive. Donc 20 succès consécutifs pour Volkanovski. Est-ce que tu dirais pas que c'est peut-être le champion le plus sous-coté, le plus sous-estimé à l'UFC? Je pense qu'il n'est pas sous-estimé, mais qu'il n'est pas vendeur. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui joue beaucoup à l'UFC. C'est que même on peut être le plus fort, si on n'est pas vendeur, ils n'ont pas des gros chèques. Tout le monde s'en fout de lui. Tu peux être champion du monde, tout ce que tu veux. Je peux devenir maintenant la star de l'UFC. Si au moment du pay-per-view, il n'y a personne qui prend le pay-per-view, il n'y a personne qui regarde, je ne vais pas être payé, c'est normal. Et Volkanovski, il est vraiment très basique, très simple. Un peu comme malheureusement Cejudo, pour moi, Mhm. qui est très très fort, très mental de malade, style de malade. Il a tout fait, champion, médaille olympique, deux ceintures de l'UFC. Mais ils ne sont pas vendeurs. On ne parle pas d'eux, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Et tout le monde le déteste, Volkanovski, parce qu'il a battu 2 fois Max Holloway. Mhm. C'est vrai. Et en plus de la controverse. Et d'ailleurs, j'aimerais dire un truc là-dessus. C'est Mhm. vrai que si c'est Max Holloway qui avait eu la ceinture, hein, il aurait gagné à la décision. Pourquoi? Parce que celui qui a, celui qui vient chercher la ceinture, il doit aller la chercher. Il doit montrer qu'il est au-dessus. Dans une décision serrée, c'est normal de donner la victoire au champion. Il me reste une dernière question à te poser, la plus importante. Quels sont tes pronostics pour ces 2 combats? Pour le co-main, je vais rejoindre l'avis général, je pense, en disant que je pense que Peter Yan va gagner. Et je dirais par TKO. Je dirais que Peter Yan va gagner par TKO au bout du fin troisième, quatrième, Mhm. ou peut-être même encore cinquième. Je pense pas que ça va aller jusqu'à la décision. Et pour le main event, même si j'aimerais beaucoup que Korean Zombie gagne, je pense que Volkanovski va encore garder son titre. Mais j'aimerais me tromper et voir Korean Zombie prendre la ceinture parce que je trouve que c'est quelqu'un de
très très fort, très talentueux. Alors de mon côté, moi je pronostiquais aussi une victoire de Peter Yan au troisième round, mais sur un gros KO et pas sur un KO technique. Je pense que Peter Yan aura vraiment envie de venger sa bête défaite et sa bête perte de ceinture au premier combat contre Sterling. Et je vois pas Sterling malheureusement faire quelque chose contre Peter Yan, d'autant plus que Peter a vraiment une défense de takedown exceptionnelle. Et en ce qui concerne le main event entre Volkanovski et Korean Zombie, je vois une victoire sur décision unanime de l'Australien qui conservera sa ceinture et qui donc décrochera une 21e victoire consécutive. Voilà pour nos pronostics. Merci encore à toi Mofsar pour ton analyse brillante, j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, il apparaît à l'écran et il sera dans la description, donc n'hésitez pas à le suivre. C'est un nom que vous devez retenir parce que c'est un jeune combattant de MMA belge qui va faire parler de lui dans les prochaines années. Écoute Mofsar, un grand merci à toi, passe une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle analyse.